Alors, il faut que je me présente. Bien, bonjour. Moi, je suis ici de cette région. Donc, je suis né à Besançon. Et j'ai fait une école prépa, classe prépa sur Besançon. Ensuite, j'ai beaucoup hésité sur quelle école intégrer. J'avais le choix entre plusieurs écoles. J'ai fait l'école normale supérieure de Cachan, donc maintenant qui est devenue école normale supérieure Paris-Saclay. Et puis j'ai eu l'opportunité de revenir sur site pour ce qui s'appelait un diplôme d'études approfondies, un DEA, qui est en fait un niveau Bac plus 5. D'ailleurs, j'ai été sur les mêmes bancs que les collègues de Sup Microtech parce que c'était un diplôme qui était cohabilité avec Sup Microtech, Université de Franche-Comté, Université de Bourgogne déjà à l'époque. Et j'ai enchaîné en thèse au laboratoire d'automatique de Besançon. J'ai eu la chance d'intégrer le CNRS en 2003, quelques mois avant la création de Femto-ST, qui s'est créé en 2004. Et mon laboratoire, le laboratoire d'automatique de Besançon, a intégré Femto en 2008. Et ensuite, je me suis investi dans la gestion un peu collective de Femto. J'ai été directeur du département AS2M, qui est automatique système micromécatronique, pendant 4 ans, dans les années 2010. Qui est un département qui est hébergé par Sup Microtech. Donc concrètement, j'étais dans les locaux de Sup Microtech pendant toute cette période-là. Et puis depuis 4 mois, en fait, j'ai quitté les locaux de Sup Microtech, à mon grand regret, mais pour une mission tout à fait intéressante, qui est la direction de Femto, que j'exerce désormais. Grande question. Déjà, c'est pas du tout un parcours linéaire, c'est-à-dire que si je regarde un peu dans l'historique, il me semble qu'à 14 ans, j'avais déjà eu cette idée de faire de la recherche. Honnêtement, ça a changé ensuite quand je suis rentré en prépa. J'étais très orienté ingénieur, généraliste, même plutôt orienté prod dans l'idée de ce que je souhaitais faire que du bureau d'études. Donc ça n'a pas été quelque chose de réfléchi depuis tout petit. Donc j'ai pas mal oscillé. Alors pourquoi? Ça s'est fait sans doute un peu au gré des expériences, des stages qui ont pu être faits. Maintenant, pourquoi avoir choisi la recherche? Alors c'est avant tout un métier de passion. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est vraiment passionnant, c'est d'être à la limite des connaissances. Alors, ce côté très high-tech, de faire des premières mondiales, d'être le premier à réaliser un robot qui a telle performance, le premier à faire un capteur qui a telle performance. C'est un truc qui est vraiment super passionnant et qui donne envie de se lever le matin. Donc il y a un petit côté un peu, moi j'ai la sensation vraiment de vivre une expérience professionnelle qui est assez idéale et on va vraiment avec passion mener des nouvelles expérimentations scientifiques. Et puis je crois que ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est cet équilibre entre il faut un brin de créativité, donc un petit grain de folie sur tester des nouvelles solutions et qui vient s'équilibrer avec la rigueur scientifique de la démonstration, parfois mathématique, de prouver que ça fonctionne. Et cet équilibre entre créativité et rigueur scientifique qui était plus appris à l'école, j'y trouve beaucoup de satisfaction en fait, à gérer, qui soit un peu antinomique finalement, mais cet équilibre-là, moi, il me plaît beaucoup. Et ça s'est fait un peu naturellement et puis je suis encore très heureux d'être dans ce milieu professionnel-là désormais, enfin maintenant et à l'avenir. Donc Femto-ST, c'est une unité mixte de recherche. C'est un laboratoire de recherche public qui est en fait une sorte de joint venture, c'est-à-dire qu'il y a 3 établissements universitaires, Sup Microtech, l'Université de Franche-Comté et l'UTBM, et le CNRS, qui mettent leurs recherches en commun, leurs forces recherche en commun dans des équipes communes où il y a des personnels des 3-4 établissements. Alors la vocation, puis on reviendra sur les thématiques, la vocation c'est vraiment de faire des sciences de l'ingénieur et des sciences informatiques, sans doute sur des sujets où l'industrie ne va pas prendre le risque parce que c'est trop amont par rapport au retour sur investissement, qu'on assume ce risque-là côté public, d'aller sur des voies très innovantes. Et puis on se rend compte, via la création de start-up par exemple ou de collaboration industrielle, que ces technologies-là, elles trouvent un marché à un moment donné et on fait pour le transférer vers le monde socio-économique. Ça c'est un peu la position générale. Femto, c'est un gros laboratoire du CNRS, on est 700 personnes sur les sites de Besançon, Belfort, Montbéliard et Sévenant. C'est l'une des plus grosses unités de CNRS ingénierie et CNRS sciences informatiques à l'échelle française. Donc on est positionné sur un spectre assez large avec des travaux en automatique, robotique, sciences informatiques, temps fréquence, mécanique, optique, micro-nanosciences et systèmes, énergie. Donc c'est assez vaste et on est d'ailleurs particulièrement performant quand il s'agit de croiser 2 ou 3 de ces performances-là. Je pense à des microsystèmes et de la robotique pour les biothérapies par exemple, où là on arrive à avoir des équipes projets qui sont particulièrement performantes à l'échelle internationale.
Alors les liens avec Submicrotech et Ensem, ils sont très étroits par définition puisque c'est l'une de nos tutelles. C'est-à-dire que concrètement, le directeur de l'Ensem, c'est l'un de mes supérieurs hiérarchiques avec la présidente de l'Université de Franche-Comté, directeur du TBM et le CNRS. La quasi-totalité des enseignants-chercheurs, donc des enseignants que vous avez vus à Submicrotech ou que vous voyez si vous êtes encore étudiant à Submicrotech, ont une partie de mission recherche qui s'exerce à FemtoST. Et puis enfin, on est hébergé largement dans Submicrotech puisqu'il y a le département temps fréquence avec ses expériences de mesure du temps ultra précises qui se font dans les locaux de Submicrotech. Et puis le département AS2M, Automatique Système Micromécatronique, donc qui est un peu plus au fond du hall, et qui est également un département de Femto. Et puis le département de mécanique qui est tout proche, qui est le bloc qui est devant le bâtiment. Donc c'est très interpénétré, c'est-à-dire qu'on se croise énormément. La définition des profils d'enseignants-chercheurs, par exemple, est co-construite avec le Submicrotech et le laboratoire pour que ça ait du sens sur le plan pédagogique et sur le plan aussi de la recherche. Vaste question. C'est un sujet à l'échelle française du développement d'ingénieurs docteurs et donc de rajouter des compétences de doctorat au bout des filières ingénieurs. Alors peut-être la première analyse, c'est les étudiants ingénieurs ont depuis, j'ai envie de dire depuis l'entrée de maternelle, depuis 3 ans, de 3 ans à 23 ans, ont fait systématiquement dans leur choix de carrière, de filière, le choix d'investir à nouveau sur le temps de formation. Ça arrivait à bac, tout le monde aurait pu tout à fait trouver un job, mais l'idée c'était de poursuivre des études et poursuivre des études. Et alors ce qui est toujours assez surprenant, c'est que ce choix-là est assez naturel jusqu'à bac plus 5. Et puis souvent à bac plus 5, on se dit ah mais non mais là, désormais je veux retrouver mon retour sur investissement et partir dans le milieu professionnel. En fait, la question de la thèse, elle est aussi celle-là, c'est de poursuivre en fait cette prise poursuivre cette prise d'investissement en rajoutant des compétences sur le CV en espérant pouvoir le monnayer ou en tirer profit ensuite dans votre carrière professionnelle. Donc ce que je veux dire, c'est que le choix de poursuivre les études, il n'est pas très différent en fait de ceux qui ont été faits au préalable. Même si souvent on se rend compte que culturellement la question est un peu différente. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un doctorat? C'est peut-être aussi la question qu'il y a derrière. Déjà, il est très multiforme. Il y a des doctorats dans des projets européens, il y a des doctorats qui se font en relation avec des partenaires industriels, il y a des doctorats dans des entreprises, il y a des docteurs entrepreneurs qui démarrent des doctorats pour faire des startups. Donc ce que je veux dire, c'est très multiforme et il n'y a pas une option unique. Souvent, on met en avant le côté très high-tech et d'avoir des compétences très avancées. C'est un sujet, mais ce n'est pas le seul. Je pense que la compétence acquise en doctorat, elle est surtout liée au fait de traiter un sujet qui est initialement un projet, on va dire, à haut risque, c'est-à-dire au sens mal défini souvent au départ, dont il faut trouver les solutions qui ne sont pas en fait évidentes. Et par rapport à un diplôme d'ingénieur et surtout de la formation d'ingénieur où vous avez systématiquement des corrigés, qui ont envie de dire, aux questions qui vous sont posées, on peut évaluer votre réponse par rapport à une réponse juste. Arrivé en thèse, il n'y a plus vraiment de réponse juste et fausse, c'est à vous de trouver la réponse et les encadrants n'ont pas la réponse. Et cette capacité à aborder un problème nouveau, à se poser les questions qu'est-ce que je dois faire comme expérience, comme simulation pour tester des hypothèses, avancer sur par exemple un mode d'actionnement, derrière développer un robot avec ce mode d'actionnement, tester si ça fonctionne et arriver à des performances qui sont au-delà de ce qui se faisait historiquement. Tout ce processus-là, il n'est pas bien loin d'un projet finalement industriel, avec un niveau de risque qui est très important et donc il faut une capacité de réflexion un peu au-delà de la moyenne pour pouvoir mener ce projet. Et je pense que c'est cette capacité-là de docteur, de capacité de gestion de problèmes complexes qui peut être mise en avant, surtout dans un périmètre international où il y a une forme d'exception un peu française en Europe sur cette valeur du diplôme d'ingénieur. En Allemagne, en Suisse et en Italie, qui sont quand même nos voisins extrêmement proches, surtout pour Submicrotech, la valeur du doctorat est très importante. Et je pense franchement qu'en 2024, un jeune qui arrive à 23 ans, qui va projeter sa carrière sur les 40 prochaines années, qui finira probablement sa carrière en 2064, peut-être même au-delà, je pense que d'ajouter une carte doctorat dans un monde européen qui bouge beaucoup et où les boîtes peuvent être rachetées par des propriétaires allemands, italiens, etc., c'est aussi sans doute se prémunir d'être sur un plafond de verre ingénieur. Concernant les modes d'interaction entre FemtoST et le monde socio-économique, elles peuvent être extrêmement variées. C'est-à-dire qu'on utilise dans Femto quasiment toutes les modalités légales d'interaction avec le monde industriel.
J'ai envie de dire que les premières collaborations les plus simples, c'est un contrat de collaboration borné dans le temps. On va traiter une question de R&D conjointement entre l'entreprise et le laboratoire. Ça peut facilement se construire avec un contrat borné. Et puis parfois on va plus loin, c'est-à-dire qu'on peut avoir une thèse CIF, c'est-à-dire un doctorant qui vient sur une échelle de 3 ans dans l'entreprise, qu'on accompagne aussi côté laboratoire. Et puis dans les formes presque les plus abouties, on a des laboratoires communs, c'est-à-dire que si la situation devient pérenne, on peut créer carrément des espaces communs partagés entre le laboratoire Femto et le monde privé, ce qu'on appelle des laboratoires communs. Et puis on a un mode d'interaction, alors là qui est plutôt avec des sociétés en création. Femto est reconnu à l'échelle nationale pour avoir une dynamique importante en création de start-up, où là on crée ex nihilo, donc ça concerne un peu moins le domaine économique déjà existant, mais on peut créer ex nihilo des sociétés qui peuvent aussi être cofondées. Ça peut arriver avec des grands groupes, on a une cofondation entre Femto et les grands.